Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons sur cette page médiatique qui se tourne avec l'annonce par Jean-Pierre Pernaut de son départ du 13h de TF1. Nous verrons ensuite que 2 femmes journalistes ont été visées par des menaces de mort après qu'elles aient critiqué l'islamisme. Puis, comme chaque semaine, nous reviendrons sur l'actualité médiatique dans notre revue de presse. Enfin, nous verrons que les propos des maires de Bordeaux et Lyon, membres d'Europe Écologie Les Verts, font réagir. Immédiat numéro 314, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Cette image, c'est une vidéo de Jean-Pierre Pernaut qui annonce son départ du 13h de TF1. J'ai décidé, et c'est ça l'information que je vais vous donner, de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Je ne quitte ni ce métier, ni le groupe TF1, ni les liens qui m'attachent tellement à vous. Alors, c'est assez triste comme nouvelle, parce que Jean-Pierre Pernaut, c'est un très bon journaliste. Surtout, il faisait souffler un vent de liberté dans les JT, il n'était pas engoncé dans le politiquement correct, et puis au fond, il donnait une certaine part à la réalité, à la France éternelle. Donc son départ, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, sauf si on le remplace par un homme ou des femmes ayant des qualités qu'on peut dire comparables. Alors moi, j'ai des candidats pour remplacer TF1. Je les soumets à Monsieur Pélisson, le patron. Voilà. Alors, je pense que Pascal Praud ferait très bien l'affaire, par exemple. Alors, vous me direz, c'est un homme de plus de 50 ans. Ouais. Alors, ça marche moyennement, ça. Ça marche moyennement. Alors, si c'est pas un homme de plus de 50 ans, si ça ne convient pas, à ce moment-là, moi, j'ai des candidates. J'ai des candidates qui présenteraient remarquablement le JT de 13h de TF1. Je pense à Gabrielle Cluzel, je pense à Élise Blaise, je pense à Charlotte Dornelas. Voilà, il y a un vaste choix, et je suis sûr que si ce choix était fait, eh bien, les audiences se maintiendraient et croîtraient peut-être, alors que sinon, elles risquent de beaucoup décliner. Passons au premier sujet, 2 journalistes menacés de mort par des islamistes. Tout est parti d'un tweet de BFM. La chaîne poste sur son compte Twitter la vidéo d'un entretien avec une étudiante suivie sur Instagram pour ses conseils de cuisine à petit prix. Et cette étudiante est voilée. Judith Wentraub, journaliste au Figaro Magazine, réagit avec une date unique, celle du jour de publication de cet entretien avec une femme voilée, 11 septembre. Le sous-entendu est clair, en ce jour marquant l'anniversaire de la survenue d'un attentat perpétré par des islamistes, la promotion d'une femme voilée par BFM lui paraît déplacée. Très vite, les insultes et les condamnations pleuvent contre Judith Wentraub et même les menaces de mort. Et là, Jean-Yves, c'est un petit peu inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est la réaction massive d'hostilité. À la fois depuis la menace de mort jusqu'à l'insulte, enfin bon bref. Or, Judith Wentraub, elle a posé un vrai problème parce que le coup de l'étudiante, on est dans une opération de propagande. D'ailleurs, c'est très simple, BFM TV le dit tout de suite, il dit « rentrée universitaire ». Et quelle est la campagne des islamistes lors des rentrées universitaires? C'est pour le port du voile à l'université. Donc quand BFM donne la parole, sous prétexte de parler de cuisine, à une fille voilée de la tête aux pieds, présentée comme une étudiante, c'est une opération de propagande islamiste. D'ailleurs... Pas consciente quand même. Enfin, pas consciente... De la part de BFM en tout cas. Enfin, il y a bien quelqu'un qui a vendu l'affaire à BFM. Et d'ailleurs, cette islamiste voilée, elle se présente comme étudiante en communication.
Et donc a fait de la communication appliquée. Donc je crois qu'il y a effectivement des raisons, il y avait des raisons de réagir, et Judith Weintraub a eu tout à fait raison de réagir. Et de faire le lien, parce que c'est difficile de ne pas faire le lien, entre l'islam, l'islamisme, et effectivement l'islamisme pouvant déboucher sur le terrorisme. Donc, bon, au fond, elle a fait un amalgame. Enfin, des amalgames, il y en a beaucoup. Et là, en l'occurrence, passer de l'islam à l'islamisme et de l'islamisme au terrorisme islamique, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Alors, ça pourrait paraître un petit peu exagéré comme analyse, Jean-Yves, mais le profil réel de cette étudiante est effectivement potentiellement islamiste. Hein. On va le voir avec des éléments qui sont intervenus, avec notamment le fait que c'était une personne prosélyte qui voulait investir son argent pour la conversion des mécréants, hein, tout simplement. Elle appelait à financer des mosquées en prenant l'exemple d'une mosquée dont de nombreux fidèles sont salafistes, la mosquée de Pantin. Et elle a défendu aussi, elle a retweeté un message qui défendait le port du voile, un voile qui ne devait pas ressembler aux vêtements d'un mécréant, voilà les propos qui étaient utilisés. Donc effectivement, il y a un petit parfum d'islamisme. Et le mécréant dans l'islam, c'est le dhimmi, c'est la personne qu'on soumet, c'est la personne qu'on humilie. Il faut quand même dire les choses. Voilà. Alors évidemment, ils sont très bons en propagande. Ils choisissent une jeune femme qui est censée présenter des recettes de cuisine. Bon, enfin, c'est une opération de communication, c'est une opération de propagande islamiste. Bon, voilà. En tout cas, il y a eu des condamnations médiatiques contre Judith Weintraub, hein, malgré tout ça. Tout en notant qu'elle a été menacée de mort, le HuffPost explique que Judith Weintraub a fait l'amalgame entre voile islamique et 11 septembre. Avant de louer l'attitude de l'étudiante voilée. Dans un article, Iman, l'étudiante visée, lance un message d'apaisement parlant de la meilleure des réponses possibles. Les Inrocks vont encore plus loin. Une journaliste associe voile et terrorisme et pousse une étudiante à quitter Twitter en parlant d'un tweet islamophobe. Et le média féministe Mademoiselle enfonce le clou. Le cas d'Iman est symptomatique de l'islamophobie institutionnelle. Alors là, avec ce site Mademoiselle, là, qui est un site qui marche assez bien, un site internet qui marche assez bien à destination des jeunes filles ou des jeunes femmes, on est quand même dans la folie gauchiste, parce que on fait l'apologie du voile, on prétend que la critique du voile islamique, c'est de l'islamophobie, dans un site qui se présente par ailleurs comme un site féministe jeune et cool, où on parle de sexe de manière assez libérée. Donc on est vraiment dans la contradiction totale de la pensée. C'est de la déconstruction, en fait. Parce que quand d'un côté vous faites l'apologie du voile et de l'autre côté vous vous présentez du voile islamique et vous présentez comme un site jeune et cool parlant de sexe, là on est dans la déconstruction. Dans la confusion, au moins, ça c'est clair et net. Et chez Libération, mais on n'y va pas à moitié sur cette affaire, avec ce billet, tweet islamophobe d'une journaliste du Figaro, l'invisibilisation en marche. Un billet qui parle d'un tweet infâme, d'une islamophobie décomplexée qui règne actuellement à droite. Et Jean-Yves, ce billet, il est intéressant, au moins par son auteur. Alors, par son auteur, parce que pour deux raisons. Son auteur, Robert Andraca, travaille à Libération Fake News. Donc, il est censé fact-checker. Or, on voit très bien que c'est un militant d'extrême gauche, un militant pro-islam, c'est un militant. Par ailleurs, c'est un personnage, je dirais, assez sordide. Parce que c'est lui qui a lancé l'affaire du LOL. La Ligue du LOL, oui. La Ligue du LOL, qui en gros a été une opération d'épuration de journalistes de gauche par des journalistes encore plus à gauche. Alors, on rappelle rapidement pour les téléspectateurs, la Ligue du LOL, c'est cette affaire où des journalistes de plusieurs médias français progressistes s'étaient vus accusés de harcèlement contre des collègues féminines. Voilà. Et sans aucun jugement, mais après un jugement médiatique, ils ont été licenciés. Après, il faut bien dire, une chasse à l'homme. C'est une opération d'ailleurs de diabolisation intérieure à la gauche. Bon.
mais qui n'en reste pas moins condamnable. Et c'est ce Robin Andraka qui était à la manœuvre. Voilà. Donc Libération est vraiment dans le délire gauchiste, plus qu'encore qu'avant, si c'est possible. Alors, il n'y a pas que les médias qui ont condamné Judith Weintraub. Il y a également des hommes politiques, par exemple, ou des formations politiques, avec ce mouvement SOS Racisme, par exemple, qui apporte son soutien à Iman, qui est aujourd'hui la cible de propos au racisme rampant. Donc là, déjà, une petite remarque, le racisme, c'est peut-être pas la meilleure accusation à porter. C'est plutôt une critique religieuse, mais SOS Racisme, ils peuvent raconter des bêtises avec notre argent. Et au prix de la bêtise, ça fait pas cher, finalement. Alors, au niveau purement politique, on a Nadia M, ministre de la Ville, qui a réagi en parlant d'une allusion triste et indigne, tandis que Fiona Lazard, députée La République En Marche, parle d'une insulte à des millions de femmes dans le monde et d'un amalgame raciste. À noter que Nadia F finira quand même par condamner les menaces de mort contre Judith Weintraub, tout en maintenant un peu la Après avoir mis pas mal de temps, alors il faut dire que Nadia F, elle est élue de Trappes, et donc elle est quand même sous forte pression islamiste. Elle avait d'ailleurs bien choisi son suppléant, puisque son suppléant est un trafiquant de drogue international. Soupçonné de trafic de drogue international. Enfin, un soupçon suffisamment fort pour qu'avant de la nommer ministre, on lui demande de démissionner pour que ce personnage ne soit pas à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, bon, d'accord, c'est vrai que c'est un soupçon, comme vous dites, mais c'est un soupçon qui est partagé apparemment par les plus hautes autorités de l'État et les plus hautes autorités macroniennes. Voilà. Ça aurait fait des ordres, effectivement, d'avoir un trafiquant de drogue à l'Assemblée nationale. Alors, heureusement, il y a quand même eu des soutiens pour Judith Weintraub, notamment des soutiens médiatiques avec Alexis Brézet du Figaro, Jean-Paul Mulot, qui est un ancien du Figaro également, Guillaume Roquette et plus largement la Société des journalistes du Figaro qui a réagi. Et en dehors de ce média, eh bien, on a Clément Veil-Rénal, qui est journaliste, ou encore Pascal Praud, qui a retweeté un message de soutien à Judith Weintraub. Donc, Jean-Yves, il y a quand même un soutien. Il y a un soutien notamment de ses collègues du Figaro, qui n'ont pas toujours été aussi brillants par rapport à Zemmour, par exemple. Oui. Voilà. Notamment, le SDJ avait demandé la peau de Zemmour. Là, elle a quand même, en gros, au minimum, le soutien de sa rédaction. Et puis, le soutien de rédaction un peu aux limites du politiquement correct, comme celle de Pascal Praud ou celle de Valeurs Actuelles. Alors, Jean-Yves, ce qui est intéressant dans cette histoire de Judith Weintraub, c'est la leçon un petit peu de lutte contre la diabolisation qu'elle nous donne, avec tout d'abord une ligne de conduite claire, pas d'excuses. Interrogée par le HuffPost et sommée un petit peu de s'excuser, elle déclare qu'elle voyait dans cette vidéo une promotion efficace du voile islamique, une idéologie mortifère dont le voilement des femmes est un combat. Et à Valeurs Actuelles, elle déclare « Le voile est un marqueur. À travers la banalisation du voile, c'est l'intensification de la campagne islamiste que je constate et qui m'inquiète. » L'éditorialiste affirme ne rien renier de son tweet, ni sur le fond, ni sur la forme. Alors, elle a tout à fait raison. Elle mériterait de figurer comme exemple, bon exemple, dans le manuel de lutte contre la diabolisation, puisqu'elle applique 2 règles. Elle ne s'excuse pas, never explain, never complain, et elle reprend la main, elle reprend l'offensive contre les diabolisateurs. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ce que peu de monde fait, finalement, parce qu'il y a une espèce de crainte. Eh bien, elle le fait, c'est très bien. Oui, on a par exemple sa réponse à Nadia Hay, justement. Eh bien, elle déclare pathétique. La réponse à Fiona Lazard, soumission. Voilà. Et à Claude Askolovitch, journaliste qui lui apportait un soutien un peu mielleux, elle déclare « Il y a des protections dont je me passe très bien. La tienne en fait partie. » Oui, mielleux tout en condamnant le propos. Oui, venant de Claude Askolovitch, c'était la moindre des choses. Oui. C'était d'ailleurs assez étonnant de voir le message de soutien. Alors, autre personne du monde médiatique qui a été menacée de mort dans cette affaire, eh bien, c'est Zineb El Razoui, qui est une ancienne journaliste à Charlie Hebdo, qui est très engagée contre l'islamisation de la France. Sur LCI, réagissant à la polémique née du tweet de Judith Weintraub, elle pointe du doigt le fait que l'étudiante voilée mise en avant par BFM était bien proche de certaines thèses islamistes. Comme toutes celles qui veulent
absolument pousser la présence du voile partout. C'est une militante islamiste d'une forme d'islamisme qui est extrêmement prosélyte et extrêmement, radicale pour moi. On ne peut pas non plus ne pas voir le nez qui est là au milieu de la figure et faire comme si ce voile était innocent. Le voile est bel et bien politique et porteur d'une idéologie. Et nous avons la preuve que cette imam, elle promeut et elle est prosélyte pour cette idéologie. Voilà, c'est une vidéo très démonstrative, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Alors les réactions sont immédiates sur les réseaux sociaux avec de nombreux messages d'insultes et de menaces de mort. Par exemple, grosse envie de lui casser la bouche, écrit un Twitter. J'ai envie de la piétiner, écrit une tweetos. Elle mérite de se faire buter. Il faut lui planter sa mère, ce sont les mots. Enfermez-la, coupez-lui la langue, faites-lui boire de la javel. Jean-Yves, des menaces très inquiétantes là aussi. Alors, oui, c'est doublement inquiétant d'abord parce que c'est violent, c'est massif. Alors, ce qui est tout de même un peu étrange, c'est que là, vous citez Twitter. Twitter a coupé tous les comptes des identitaires qui n'ont jamais tenu la moindre menace de mort, la moindre insulte contre des tiers. Ils coupent leur compte au motif que ce seraient des discours de haine. Et ils ne coupent pas tous ces comptes, parce qu'il y en a des centaines, il y en a des milliers. Moi, je ne suis pas pour la censure, donc je ne leur demande pas de les couper. Mais faudrait savoir, c'est quoi un discours de haine? C'est un discours rationnel qui critique l'islam ou l'immigration. Ça, c'est un discours de haine, même si c'est rationnel, mesuré. Et puis, le discours où on appelle les gens, on appelle à tuer les gens ou à leur faire boire de l'eau de Javel ou que sais-je encore, ça passe. Quand même, 2 poids, 2 mesures. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, on retrouve les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, Jean-Yves, qui ont fait leur retour dans les rues de Paris et de province, avec une mobilisation évidemment moindre qu'auparavant, mais qui existe quand même. Et avec le retour aussi des intox médiatiques. Avec... là, toujours aussi fort. Ah bah là, ils sont toujours présents. Ils restent en forme, là. La rentrée... Ils sont au même niveau qu'avant, avec ce sondage présenté par Le Parisien, Ouest France ou encore BFM, comme démontrant que seuls 10% des Français se sentaient proches des Gilets jaunes. Oui, alors en fait, il y a 10% des Français, dans le sondage, 10% des Français qui se sentent Gilets jaunes, et 41% qui se sentent proches des Gilets jaunes. Et on change le terme et on dit 10% des Français sont proches des Gilets jaunes. Non, c'est pas 10%, c'est 51%. 10% qui se sentent Gilets jaunes, 41% qui se sentent proches. Et donc là, on est dans un bobard à l'état brut, à l'état pur. Et je serais tenté de dire un bobard voulu. Parce que c'est Le Parisien qui a commandé le sondage à l'IFOP. C'est la chef adjointe du service politique du Parisien. Jannick Halimi, qui est candidate au Bobard d'Or, je le dis tout de suite, bravo. Ouais. Qui trafique les chiffres. On ne peut même pas dire là qu'ils ont recopié de travers l'AFP. BFM recopie ensuite Le Parisien. Mais là, on est dans le bobard à l'état pur. On fait un sondage, la réponse ne convient pas, on trafique la présentation. C'est formidable. Alors, Le Parisien, ils sont en grande forme. Oui, c'est vrai que depuis quelques temps, semaines, là, ils sont... je pense que le patron de LVMH et Madame Delphine Arnaud, qui la représente LVMH au Parisien, ils doivent être fiers de leur troupe, là. Ça bobarde. C'est vrai qu'ils y vont fort en ce moment. Alors, autre actualité médiatique en lien avec les Gilets jaunes, c'est l'intrusion dans les locaux de la chaîne BFM TV, plutôt dans le hall de la chaîne BFM TV, avec cette scène amusante, Jean-Yves, où l'on voit Christophe Barbier qui franchit une porte qu'on imagine un peu fermée, mais qui va quand même au contact des manifestants. Oui, écoutez, c'est un bon point pour Christophe Barbier. C'est amusant. Parce que, ma foi, il montre qu'il est un petit peu péchu, voilà. Bon, on peut comprendre aussi les manifestants qui envahissent BFM TV, parce que BFM TV les fait beaucoup souffrir. Donc, mais Barbier, là, il est assez sport, on va dire. Et en tout cas, ce qui est intéressant aussi par rapport à BFM, c'est qu'on a vu leur reporter interroger des Gilets jaunes dans la manif. Par contre, un détail était à noter, c'est qu'il n'y avait pas... Il n'y a plus de bonnette. Vous savez, la bonnette, c'est ce qu'on met sur le micro pour faire la publicité de sa chaîne et s'afficher.
Et là, BFM TV, ils préfèrent retirer la bonnette parce que ils pensent qu'ils vont pas être ils vont avoir du mal à trouver des interlocuteurs avec leur bonnette. Voilà. Bon, c'était déjà fait dans les autres manifs, mais c'est amusant. Taquin. Et autre actualité médiatique liée à cette manifestation des Gilets jaunes, eh bien, c'est l'arrestation d'au moins un journaliste indépendant. On va écouter la vidéo de RT à ce sujet. Après la manifestation des Gilets jaunes hier à Paris, plusieurs journalistes indépendants affirment via les réseaux sociaux avoir été arrêtés alors qu'ils couvraient les manifestations d'hier. L'un d'entre eux, Julien Moreau, dit avoir été placé en garde à vue pendant plus de 10 heures pour participation à un groupement en vue de préparer des violences contre des personnes ou des destructions. Déjà, quand je suis arrivé dans la cellule, il y avait déjà un journaliste citoyen, donc c'est pour un média militant par contre. Et il était venu simplement avec du matériel vidéo et un simple masque à gaz, et il a été interpellé juste pour le masque à gaz. Et il y a eu, bien évidemment, j'ai eu le retour après ma sortie de garde à vue qu'il y a eu 2 ou 3 autres journalistes qui ont été en garde à vue pour les mêmes raisons que les miennes. Il faut simplement se poser la question, ça arrive, si ça arrive en Hongrie, si ça arrive en Pologne, si ça arrive, alors là, ça arrive forcément en Biélorussie, c'est un scandale. Mais en France, pas des mois, pas des mois. Alors, on quitte le sujet Gilets jaunes et on reste dans le sujet médiatique. J'arrive avec un nouveau rédacteur en chef à la tête un nouveau directeur de la rédaction à Libération, en la personne de Dov Alphon, qui prend la direction de Libération. Et Jean-Dominique Merchet tweet « Le journaliste franco-israélien prend la direction de Libé, ancien de Haaretz, un média de gauche. Il a fait son service militaire dans le renseignement de Tsahal et a publié un thriller. » Donc on voit, Jean-Yves... Alors, c'est assez intéressant. Il y a 2 choses dans le profil de ce franco-israélien. Il y a le fait qu'il a été à Haaretz, qui est un grand journal israélien de gauche. Bah, vous me direz, pour aller à Libé, c'est pas incompatible de venir d'un journal de gauche. Et puis la gauche israélienne, c'est pas exactement la même que la gauche française par ailleurs. C'est pas la même chose, c'est sûr. Il y a tout de même le tweet de Merchet, qui est un spécialiste de défense, hein, un journaliste spécialiste de défense. Il souligne le passage par les services de renseignement de Tsahal. Alors quand on est dans les services de renseignement, on y est un jour, on y est pour la vie entière. Et donc c'est pas tout à fait neutre qu'un homme qui vient des services de renseignement d'un pays étranger soit à la tête d'un grand média. Je vous laisse deviner ce qu'on dirait si on nommait, je sais pas moi, à la tête du Figaro ou du Parisien, un journaliste franco-russe qui aurait servi dans le GRU ou le FSB. Enfin, c'est impensable. Ça serait incroyable. Bon, c'est tout. Faut comparer les choses. Encore une fois, c'est Merchet qui le dit. Enfin, il le dit à sa manière, c'est-à-dire subtil, mais enfin, il le dit. Alors, passons au coronavirus, Jean-Yves, avec ce débat entre le professeur Hanan et Florian Philippot. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, où depuis quelques mois, vraiment, la pandémie a été absolument catastrophique dans vous savez, ils ont à peu près le même taux de mortalité par million d'habitants que nous. Dans le nombre de décès, mais il ne faut pas s'intéresser au taux. Il faut s'intéresser au nombre. Il faut s'intéresser au nombre. Au nombre, pas au taux, ce n'est pas pareil. Non, un pays qui a 330 millions d'habitants n'est pas le même qu'un pays qui a 67 millions d'habitants. C'est une question de bon sens. Que vous ayez 300 millions d'habitants ou vous en ayez 1 milliard, vous allez avoir plus quand de vous morts. avez 100 000 morts, c'est toujours beaucoup plus de 30 000. Oui, alors cette vidéo, elle met objectivement assez mal à l'aise. Parce que le professeur Hanan, c'est pas n'importe qui, c'est le chef du service réanimation de l'hôpital de Garches. Bon. Une pointure, donc. Bon, les accidents, enfin bon, bah, c'est un poste quand même, on préfère ne pas avoir à faire appel à lui, honnêtement, mais bon. Et on préfère d'autant plus ne pas avoir à faire appel à lui, que peut-être qu'il est très bon professionnellement, mais là, il raisonne de manière totalement stupide, car il est évident que quand on dit que quand on dit que le Covid aux États-Unis est catastrophique, alors qu'on n'a jamais dit ça pour la France, alors qu'aujourd'hui, il y a autant de morts par habitant en France qu'aux États-Unis, on raisonne de travers. Et quand ils disent ce qui compte, c'est le chiffre en valeur absolue et non pas le chiffre relatif,
c'est d'une stupidité absolument sans nom, quoi. Alors, évidemment, ça s'explique parce qu'il doit penser qu'il faut dire du mal de Trump, et donc Trump a géré catastrophiquement l'épidémie, alors que le génial Macron l'a bien géré. Sauf que le génial Macron, il a autant de morts par habitant que le catastrophique Trump. Voilà. Autre actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves, c'est les attaques contre Christine Kelly qui viennent de Daniel Schneiderman du site Arrêt sur Image. Il publie un article « Zemmour et sa servante » dans lequel il analyse un petit peu l'émission Face à l'info. Il l'écrit « Se trouve sur le plateau une femme de couleur, Christine Kelly, que la chaîne de Bolloré, qui ne manque pas d'humour, a assigné à la présentation quotidienne du show. » Là, il parle de la polémique liée à la diversité obligatoire dans les films pour l'Académie des Oscars. Il écrit « Au début, elle a timidement lancé le maître en glissant que pour sa part, elle trouvait que la décision des Oscars était tardive. Et puis, elle est restée là, humble, muette, à assister à sa propre humiliation, à la mise en évidence de sa fonction d'alibi. » Les propos sont durs de la part de Daniel Schneiderman, engagé à gauche. Daniel Schneiderman, c'est une super grande conscience de gauche, voilà, qui fait parfois du bon travail d'ailleurs. Il nous arrive de le citer, parce que nous, on n'est pas sectaires. Ouais. On va citer un type d'extrême de gauche ou d'extrême gauche, il dit des choses justes. Bon, évidemment, la réciproque n'est absolument pas possible, bien sûr. Bon, mais voilà, une grande conscience de gauche qui tient objectivement des propos qui, tenus par quelqu'un d'autre, ne manqueraient pas d'être qualifiés d'abominablement racistes. Et on voit même un soutien à Christine Kelly assez inattendu en la personne d'Abel Mestre, qui tweet « Je reste sans voix devant cette référence, j'espère involontaire, à un imaginaire colonial. » Il est bon, là, notre ami Abel Mestre, là, voilà. C'est un débat interne à la gauche. Oui, absolument, mais nous, on regarde passer les balles, quoi. Alors, autre actualité, c'est cet article paru dans le Courrier international. Architecture Notre-Dame de Paris, un édifice pas si catholique. Alors que certains s'entêtent à vouloir défendre une prétendue identité chrétienne de l'Europe, l'experte britannique Diana Dark rappelle tout ce que les grands édifices religieux européens ont emprunté à la culture islamique. Voilà le chapeau de cet article du Courrier international. Et on y apprend que la cathédrale Notre-Dame de Paris trouve son origine dans les déserts montagneux de Syrie. La conception architecturale de Notre-Dame vient en droite ligne de l'église syrienne de Kalb-Lozé, bâtie au 5e siècle, un vestige des débuts de la chrétienté. Alors, je n'ai pas regardé comment était cette église, mais au 5e siècle, on ne parlait pas de l'islam, parce que l'islam, ça commence 2 siècles plus tard. Donc là, on est vraiment dans le délire idéologique. Il y a un autre moment où on nous explique que les Goths étaient des barbares qui détruisaient tout. Oui, et que l'architecture gothique devait plus à la tradition arabo-musulmane qu'aux Goths eux-mêmes. Alors, ce qui est quand même assez fabuleux, parce que les Goths sont antérieurs aux musulmans. Et d'ailleurs, vous avez à Cordoue une très très grande mosquée transformée en cathédrale. Dans la cathédrale de Cordoue, il y a 2 parties. Il y a une partie qui a été, on va dire, transformée à la Renaissance et à l'époque baroque, et donc totalement européenne. Et il y a une partie qui est restée telle qu'elle était à l'époque musulmane. Et c'est assez intéressant. Ce sont des colonnes, une architecture de colonnes. C'est assez beau d'ailleurs. Sauf que cette architecture-là, c'est une reprise de l'architecture visigothique, puisque les Visigoths, effectivement, ont dominé l'Espagne jusqu'à l'arrivée de l'islam. Donc c'est exactement l'inverse. Ah, c'est simplement une question de chronologie. Alors pourquoi Courrier international reprend ça? Alors, Courrier international, c'est aussi une super machine de propagande. C'est une revue de presse. Oui, bien sûr. C'est une revue de presse qui consiste à sélectionner sur l'ensemble du monde les articles les plus politiquement corrects sur tous les sujets. Et évidemment, vous arrivez à une impression générale. Ah bah oui, ils ont raison quand même, puisque c'est dit partout. Ouais. Sauf que c'est des sélections. Et là, en l'occurrence, on est dans la fabulation la plus complète, quoi. Voilà. Un petit peu de réinformation historique ne fait jamais de mal. Et pour finir cette revue de presse, Jean-Yves, on va sourire un petit peu puisque Trump a encore fait mentir la presse française. En janvier dernier, France Info titrait « Pourquoi le plan de paix au Proche-Orient préparé par Donald Trump a-t-il peu de chances d'aboutir ?» Pour France Info, c'était avant tout une opération de communication et sa réussite était plus que compromise, notamment parce que les soutiens risquaient de faire défaut à Donald Trump. Sauf que pas de chance pour France Info.
Le plan de paix est en très bonne voie puisque Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont signé des accords historiques à la Maison-Blanche. Oui, d'ailleurs, bon, c'est donc une réussite de Trump, une réussite diplomatique de Trump, qui s'explique d'ailleurs par des raisons de fond, à savoir que les États sunnites recherchent plutôt l'alliance, ou en tout cas la paix avec Israël et l'alliance avec les États-Unis, par crainte de l'Iran chiite. Et c'est particulièrement vrai pour le Bahreïn, qui a une direction sunnite avec une très forte présence chiite. Voilà, c'est ce qui explique les choses. Et donc, les journalistes de France Info auraient fait un minimum de géopolitique, ils auraient été plus prudents. Ouais, ça c'est incroyable. Passons au deuxième sujet sur les Khmers verts. La déclaration a fait grand bruit cette semaine. Le maire de Bordeaux, le maire Europe Écologie Les Verts, ne veut pas de sapin de Noël, qui est pour lui un arbre mort. Immédiatement, de vives protestations se sont faites entendre, venant de tous les bords politiques. Mais pour Ouest France, c'est la droite qui a protesté. La droite s'en prend au maire. Et pour Europe 1, c'est encore mieux, c'est la droite et l'extrême droite. C'est inquiétant, là. Donc là, alors il y a quand même quelques médias comme LCI qui ont dit que les critiques venaient aussi de la gauche, mais on a quand même ce mouvement de chez plusieurs grands médias, Jean-Yves, d'accuser la droite d'être la seule à critiquer cette décision. C'est une petite opération de diabolisation pour défendre une position totalement intenable, quoi, parce que... les écolos, quand même, là, ils nous disent le sapin de Noël, c'est un arbre vert, et à côté de ça, ils recommandent la construction de maisons en bois, et comment leurs meubles... C'est des arbres morts aussi. Ils les font en plastique ou en bois. Enfin, je veux dire, c'est d'une stupidité sans nom. Alors, Jean-Yves... Il n'y a pas besoin d'être de droite ou d'extrême droite pour constater que ce propos est d'une stupidité sans nom. D'ailleurs, on l'a vu avec beaucoup de gens qui réagissaient sur les réseaux sociaux en disant « mais moi je suis pas du tout de droite ou d'extrême droite, mais je trouve ça débile ». Donc la diabolisation est en train de mourir, effectivement. Mais la diabolisation, elle est en train de mourir du ridicule. Exactement. De l'excès et du ridicule. Voilà. Et il faut... Voilà. La diabolisation, basta. Et alors, vous parliez d'excès, il y en a eu un ensuite, puisque le maire a annoncé une consultation, un peu sous la pression, en déclarant que finalement, si on pourrait peut-être avoir le sapin de Noël. Puis finalement, il s'est ravisé avec virulence, puisqu'il a tout simplement déclaré « L'opinion des fachos, je m'assieds dessus ». Donc on peut dire que vous mettez un sapin de Noël chez vous pour mettre les cadeaux pour les enfants, ou même les grands-enfants, ou même les... Vous êtes un facho. Vous êtes un facho ou un catholique intégriste, puisque c'est ceux qu'il a désignés comme les coupables un petit peu de ce buzz, comme il l'a dit lui-même, en déclarant que c'était les milieux intégristes catholiques qui étaient à la baillette. Ouais, ce qui est d'ailleurs totalement de l'ignorance, puisque le sapin de Noël est arrivé au XIXe siècle, un petit peu comme tradition venue d'Europe du Nord, et pas particulièrement catholique. Voilà. Sauf qu'effectivement, Noël, c'est la résurrection, et le sapin est toujours vert, mais c'est de la symbolique européenne traditionnelle. Et d'ailleurs, Jean-Yves, je crois que sur le sapin, vous aviez une petite opération à proposer. Oui, alors, écoutez, franchement, moi, je n'habite pas Bordeaux, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, parce que j'aurais un maire comme ça, bon, voilà. Mais je pense qu'il y a une très belle opération à monter, c'est de monter des sapins de Noël et des grands sapins de Noël, je sais pas, aux alentours du 5 ou du 10 décembre dans Bordeaux, pour, au fond, des sapins citoyens. Ça devrait plaire. Moi, je propose une opération sapin citoyen à Bordeaux, dans les rues de Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. Bon, allez, on va dire aux alentours du 5 ou du 10 décembre, voilà. Bon, le maire passera des mauvaises fêtes. Voilà, il y a des initiatives locales à prendre, je pense. Je sais pas, ça peut être les identitaires, ça peut être la cocarde, je ne sais, mais voilà, je suggère ça, voilà. Alors, Éric Zemmour s'est prononcé sur cette polémique et notamment sur les fondements un petit peu de cette déclaration un peu étrange du maire dans l'émission Face à l'info. Les écolos, leur ennemi, contrairement à ce qu'on croit, à part la question nucléaire, on va y revenir, ce n'est pas la pollution, c'est la France. C'est l'ouvrier français, c'est le peuple français, c'est le cœur nucléaire, si vous me permettez ce jeu de mots, de la pensée des écolos français.
Leur ennemi, c'est le peuple français, avec ses traditions, avec sa culture, avec ses habitudes, avec ses excès, avec ses côtés un peu grotesques, avec ses côtés un peu rigolards, avec sa grandeur aussi. L'histoire de France, la grandeur, tout ça, ça leur passe au-dessus. Ils haïssent tous les grands hommes de l'histoire de France. C'est ça, l'écologie française. Il faut bien comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Là, comme avec Zemmour, il y a peu à commenter. Oui, les écolos, ce sont des Khmers verts qui font la guerre au peuple. Voilà. Ça mérite d'être clair comme prise de position. Et ce qui est intéressant, c'est que le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux n'est pas le seul maire du même bord à faire parler de lui. À Lyon aussi, les polémiques s'enchaînent avec le maire de Lyon qui juge le Tour de France machiste et polluant. Une prise de position de Grégory Doucet qui a entraîné de nombreuses critiques. Et Jean-Yves, c'est vrai que c'est un peu étonnant comme prise de position. Oui, alors, le Tour de France, en plus, les écolos, ils sont d'habitude pour le vélo. Ouais. Mais en fait, je crois qu'il y a un côté sociologique. Le Tour de France, c'est une manifestation populaire. Les écolos, c'est le vélo pour les bobos. Donc il y a une espèce de lutte des classes sur le vélo. Puis alors, Tour de France, ça ne doit pas lui plaire. Je pense qu'il préférerait le Tour de la République. Et au fond, le maire de Paris, la maire de Paris, pour organiser un Tour de la République avec des bobos à vélo faisant le tour du Panthéon, par exemple. Voilà, je lance l'idée. Ça irait moins vite dans les côtes, à mon avis, que les coureurs cyclistes, mais bon, ça serait... Oui, maintenant, les bobos ont réglé le problème des côtes avec les moteurs. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas du tout écolo par ailleurs. Mais voilà. Enfin, bon. Et d'ailleurs, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a été pointé du doigt dans le média Lyon Mag, qui reprenait une critique faite sur les réseaux sociaux par un individu quelconque, qui analysait la provenance du vélo sur lequel roulait Grégory Doucet dans les rues de Lyon. Et en réalité, on se rendait compte qu'une des pièces était fabriquée en Chine ou en Angleterre, assemblée dans des pays divers. Ce qui faisait que le bilan carbone n'était pas bon, quoi. C'est-à-dire, c'est le vélo du maire, c'est un bonheur pour les porte-conteneurs. Exactement. Qui sont l'un des problèmes de pollution les plus importants du monde. Exactement. Voilà. On peut noter aussi que Grégory Doucet, il n'est pas sa première polémique, puisque c'est aussi un adepte de la laïcité à géométrie variable, Jean-Yves. Oui, alors il a refusé de participer à une cérémonie traditionnelle des échevins. C'est vraiment de la tradition entre la ville et l'église. Voilà, ça existe depuis très longtemps. Ça, il a refusé. Et par contre, au nom de la laïcité. Et quelques jours après, il est allé poser la première pierre d'une mosquée, qui doit plus ou moins financer, il faudra regarder. Faudrait savoir. Il renonce à une manifestation par rapport à la religion catholique et la religion qui fait partie. C'est une manifestation culturelle, la fête des Angevins. Oui, c'est pas seulement religieux. Une manifestation religieuse. Ça, il refuse au nom de la laïcité. Et ensuite, il va construire, poser la première pierre d'une mosquée. Voilà. Bon, alors, il y a d'autres polémiques. On a par exemple Grégory Doucet qui veut mettre en place un budget genré pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Bon, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les médias semblent un peu perplexes. Jean-Yves, on a le HuffPost qui écrit « Les maires lancent des polémiques qui inquiètent certains écolos ». Et Le Point qui titre « Les polémiques des maires écolos ». On sent quand même qu'il y a une espèce d'agacement chez certains médias. Oui, alors en plus, les médias aiment bien quand même globalement les écolos. Or, ils se rendent compte que ces maires, qui sont élus de petites minorités urbaines, enfin, je veux dire, la vague écolo, faut arrêter. C'est des petites minorités urbaines dans les grandes villes. Ouais. Bon. Et donc, il n'est pas sûr d'ailleurs que ces petites minorités urbaines, quand même, les suivent, y compris dans ce genre de folie. Mais alors, toute la France périphérique... Elle hallucine quand elle voit ça. Hein, et donc, franchement, moi, je parierais pas un copec sur un bon score des écolos aux prochaines élections, en tout cas aux prochaines élections présidentielles. Bon, puisqu'on parle d'écologie, Jean-Yves, il y a un événement en cette fin de semaine qui mérite d'être mis en lumière bien plus que les folies d'Europe Écologie Les Verts. Alors, c'est le colloque de l'Institut Iliade, le 7e colloque de l'Institut Iliade, qui aura lieu samedi prochain. Ce samedi 19 septembre. Ce samedi 19 septembre, de 9h30 à 18h30, à la Maison de la Chimie. Alors ça, c'est pas très écolo, je reconnais, mais enfin... Oui, bon. La chimie, c'est aussi un processus naturel. Oui, c'est aussi un processus naturel, vous avez raison. Et donc, le thème, c'est la nature comme socle pour une écologie à l'endroit. Donc, c'est une écologie
très différente de celle des Khmer verts, bien sûr, et qui renvoie à la nature, c'est-à-dire à l'aléa climatique, à l'aléa météorologique, qui renvoie, qu'est-ce que ça veut dire la nature? Ça veut dire accepter le froid, accepter la pluie, accepter la neige, accepter la chaleur, se confronter aux éléments naturels. Ça n'a évidemment rien à voir avec tenir des discours écologiques sur une terrasse chauffée dans une ville de béton. En tout cas, le rendez-vous est pris ce samedi 19 septembre à la Maison de la Chimie à Paris. Les inscriptions sont sur le site de l'Institut Iliade. Il faut s'inscrire vite si on veut encore, parce que nous allons être obligés de fermer très vite les inscriptions pour rester dans les capacités d'accueil de la salle, qui est grande, mais qui n'a pas des capacités d'accueil infinies. Très bien, mais c'est noté, rendez-vous est pris. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.